Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief sur Midi 1 TV Afrique. Pour ce numéro, nous parlerons dans la première partie de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Le comité de suivi de cet accord a tenu sa 5e réunion de haut niveau jeudi dernier à Kidal. Une première depuis la signature des accords d'Alger en 2015. Cet instrument est perçu comme le seul gage de paix et de stabilité dans le pays et son chemin vers une normalisation du processus, élément de réponse dans le développement de cette émission. Et dans la seconde partie, nous parlerons du Sénégal avec l'enjeu sur le plan politique. Les prochaines élections locales devront initialement se tenir le 28 mars prochain. Ce scrutin tend vers un nouveau report au vu de l'audit du fichier en cours depuis janvier. Cet audit prendra 4 mois et sera suivi de la révision exceptionnelle des listes électorales sur 2 mois. Ce nouveau report est handicapant ou avantageux aussi bien pour le parti au pouvoir que pour l'opposition. Nous verrons tout cela aujourd'hui avec nos invités. Il s'agit de Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans le débrief. Moi aussi, je vous remercie de l'invitation. Un plaisir partagé avec lui. Nous sommes avec El Hadj Ndiaye, analyste politique. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi et merci de m'avoir invité à ce plateau. Alors, Monsieur Ndiaye, le comité de suivi de l'accord d'Alger s'est réuni le 11 février dernier. Une rencontre qui a enregistré la participation de tous les signataires de cet accord. Que pensez-vous déjà de la tenue de cette réunion à Kidal? Merci beaucoup. Moi, je pense que d'abord, c'est encourageant parce qu'il faut voir que depuis la signature de l'accord d'Alger, il y a de cela 6 ans, on n'a pas eu à observer d'avancées significatives. Ce qui veut dire en réalité que les choses étaient restées au point mort. Et on a vu que depuis lors aussi, la situation au Mali a continué à se dégrader de jour en jour, d'année en année, sans pour autant qu'on puisse trouver de solution à la crise, malgré l'implication des pays frontaliers, mais également de la communauté internationale, il faut le dire. Donc, avec la nouvelle transition qui vient de s'opérer au Mali, avec la prise du pouvoir par les militaires, qui, n'oublions pas aussi, sont ceux qui sont au front, qui sont en contact direct avec les rebelles de l'Azawad, qu'on en arrive maintenant, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils veulent avoir maintenant une relation décomplexée avec les rebelles pour discuter et trouver des solutions au Mali. Donc, quand on voit que malgré tout ce qui s'est passé auparavant, on en arrive à se retrouver autour d'une table. Et de manière symbolique, il faut voir cette fois où s'est tenue justement cette rencontre à Kidal. Ce sont des signes encourageants. L'autre signe également, c'est que cette rencontre s'est tenue concomitamment au même moment avec la réunion du G5 Sahel. Ce qui prouve en réalité que le Mali, face à la communauté internationale, veut donner des gages de sécurité, veut donner des gages quant à son engagement à justement régler le problème justement au niveau du Nord Mali. Et je crois que c'est la première analyse qu'il faut en faire, saluer cette démarche, que ça ne s'arrête pas simplement au stade de réunion, qu'on n'en arrive pas à ce qui s'était passé auparavant, qu'on y mêle des intermédiaires qui en fait ne sont là que pour régler des intérêts personnels et non pas l'intérêt du Mali, qu'on aille beaucoup plus et qu'on ait justement une situation de sortie de crise. C'est-à-dire comment démilitariser cette zone-là, comment engager justement tous ceux qui s'étaient engagés dans les forces armées et les réintégrer dans la vie justement publique du Mali, de sorte qu'ils ne puissent pas tenter à reprendre les armes. Je crois que c'est ça qui est beaucoup plus important. Mais du point de vue du symbole, forcément, ce sont des signes encourageants quant justement à la décrispation et à l'apaisement au niveau justement de cette zone du Mali. En tout cas, Sadibou Ndiaye, cette réunion a beaucoup suscité de l'espoir parce qu'on a vu au-delà même de la présence des différents signataires de cet accord de Tanger-là, plutôt d'Alger, excusez-moi, il y a eu la présence des parrains ainsi que des observateurs et partenaires internationaux. Déjà, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que cet accord vise à normaliser les relations entre le pouvoir actuel malien, les militaires, et le Nord avec l'Azawad. Mais il faut comprendre aussi la trajectoire qu'a eu ce pays-là par rapport aux différents accords qui ont été signés. Déjà, avant les indépendances en 1960, les Français avaient une certaine largesse avec les Touaregs qui étaient au Mali. Maintenant, Modibo Keïta arrivé au pouvoir, Modibo veut fonder une société égalitaire. Donc Modibo va supprimer tous ces avantages-là.
Maintenant, c'est dès lors que les rébellions vont un peu démarrer. En 1963, en 1964, on a eu la première rébellion Touareg au Mali. Maintenant, Modibo Keïta va même recevoir l'aide de l'Algérie et du Maroc qui vont réprimer cette rébellion-là. Donc le Mali va avancer jusqu'au coup d'État de Moussa Traoré. Donc vers les années 90 aussi, une deuxième vague de rébellion va démarrer. Maintenant, en 91, on va signer les accords de Tamaracet en Algérie. Donc ces accords de Tamaracet-là avaient prévu des normalisations, mais gardent toujours l'état unitaire du Mali. Donc le Mali reste toujours indivisible. Maintenant, on avance en 2006, il y a d'autres aussi rébellions qui vont se déclencher. Et pour moi, le gouvernement malien a fait une petite erreur en 2006. C'est-à-dire qu'en 2006, après les accords, l'armée malienne va quitter pratiquement le nord Mali. C'est-à-dire le gros des troupes maliennes, ils vont quitter le nord Mali. Maintenant, avec IBK, avant et même IBK, le Mali va connaître le pouvoir de Amadou Toumani Touré. Maintenant, en 2012, en faveur des printemps arabes, en 2011, les Touaregs venus de la Libye avec leurs armes vont entrer dans le sol malien, rejoindre le mouvement de l'Azawad. Ils vont se coaliser et déclencher des insurrections et prendre pratiquement les plus grandes villes au Mali. Maintenant, en 2015, un autre accord est signé entre le gouvernement malien et les rebelles. Mais ces accords-là vont être appelés accords d'Alger. Qui a créé ces accords? Qui a écrit ces accords? Est-ce que c'est le gouvernement malien? C'est l'Algérie, dit-on, la France et une partie de la communauté internationale avec les 5 membres du Conseil de sécurité. Donc, on peut dire que le Mali a été contraint à signer ces accords-là avec les rebelles. Après avoir signé ces accords-là, on voit que les deux parties, pour les deux parties, la concrétisation de ces accords pose problème, car le gouvernement malien hésite. Pourquoi le gouvernement malien hésite? Dans certains articles de ces accords-là, il est dit qu'il y aura une assemblée élue au suffrage universel pour le Nord Mali, ce que le gouvernement malien refute. Le Nord Mali aussi va changer de dénomination, c'est-à-dire au lieu de... Le Nord Mali va avoir un autre nom, c'est-à-dire l'Azawad. Bamako a toujours réfuté l'Azawad. Donc il y a différents points que le gouvernement malien refuse d'appliquer dans cet accord-là. Surtout les 30% du budget malien qui vont être alloués au Nord. On dirait qu'on est dans une sorte de partage d'un gâteau qui fait hésiter le gouvernement malien. C'est pourquoi jusqu'à présent, cet accord tarde aussi à se faire concrétiser. Maintenant, ils se sont réunis à Kidal jusqu'à présent qui est sous les rebelles. Mais malgré tout cela, on voit que les deux parties cherchent à trouver un terrain d'accord. Même Jean-Yves Le Drian l'a dit la fois passée qu'il pense que les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement malien et les rebelles du Nord, chacun veut vraiment normaliser les relations, chacun veut aussi appliquer les accords de 2015. Est-ce une manière de dire qu'il faudrait revoir cet accord, vu que vous Exactement. L'accord, il y a beaucoup de manquements au niveau de l'accord de 2015. Donc, je pense qu'il est exactement important de retourner autour d'une table, de discuter de ces accords-là et revoir quelles sont les minorités, quelles sont les zones d'ombre de ces accords-là, quelles sont les ramifications qu'il faut refaire aussi pour vraiment réunir les deux parties à l'essentiel. Au grand bonhomme du peuple malien. Oui, tout à fait. Et comme il a dit, mais moi je crois que la date fondamentale ou la période fondamentale dans cette crise malienne-là, c'est 2012. C'est en fait en 2012 qu'on a eu cette grande force armée qui s'est liguée et qui a mené une guerre. Parce qu'il faut l'appeler comme tel, ça a été une guerre contre l'État malien. Et ça a été tellement une guerre rude, une guerre dure pour l'État malien qu'on en est arrivé justement à l'accord d'Alger de 2015, c'est-à-dire 3 ans plus tôt. Mais on a vu que depuis lors également, rien n'a été fait. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que vous dites que pour le grand bonheur du peuple malien, il faut voir qu'il y a intérêt dans ces accords-là. Et c'est là où, fondamentalement, il peut y avoir un problème. Parce que l'indivisibilité du territoire malien, il n'est pas négocié. Parce que si l'État malien négocie cela veut dire que l'État malien cède en réalité sur sa souveraineté. Et fondamentalement, du côté justement du mouvement de l'Azawad, même si c'est vrai, pour la première fois depuis fort longtemps, au niveau du gouvernorat, on a vu que le drapeau malien est planté. Symboliquement, ça a un sens. Ça veut dire que justement, que ce territoire-là, qui échappait à la République malienne, peut-être symboliquement revient à la République malienne. Mais maintenant, dans les discussions et dans les accords, il a dit, c'est très important, quel va être le statut de Kidal?
C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose. Quel va être en fait le statut de Kidal? Est-ce que ça va être justement un territoire autonome qui sera dirigé de manière autonome et appartenant justement au Mali? Ou est-ce que ça va être un territoire entièrement intégré justement dans la République malienne et qui va obéir aux mêmes conditions que les autres territoires? Fondamentalement, c'est là où on risque de buter et c'est là où on risque d'avoir des difficultés à concrétiser cet accord-là, parce que je ne suis pas sûr que des deux parties que l'on puisse céder dans cette déjà, vu que vous êtes déjà sur la question, on a vu qu'il y a eu déjà une levée des couleurs à Kidal lors de cette réunion-là, ce qui est déjà assez significatif. Ah oui, c'est très significatif et c'est symbolique. Donc, parce que justement, ce qui fait la République, ce sont les symboles. Et parmi les symboles, ou parmi le symbole le plus essentiel de la République, à côté de l'hymne national, c'est la levée des couleurs, c'est le drapeau national. Et quand au niveau du gouvernorat de Kidal, on parvient maintenant à planter le drapeau malien, cela signifie que symboliquement, en fait, c'est une victoire. Et c'est une victoire, il faut le reconnaître, pour justement la transition, c'est-à-dire les militaires qui ont pris le pouvoir et qui sont en train de décomplexer la relation avec les rebelles. Mais on ne peut pas s'arrêter qu'à des symboles, parce que si on s'arrête qu'à des symboles, on ne règle pas le problème. Au-delà des symboles, concrètement, qu'est-ce qui va être contenu dans les accords et qu'est-ce qui va être signé? Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que là où on peut avoir peut-être des éléments d'espoir, c'est qu'en réalité, dans cette rencontre-là de Kidal, nous voyons que nous avons justement une réunion inclusive. Il ne s'agit pas justement d'une rencontre malio-malienne où ce sont des Maliens qui se réunissent pour discuter du Mali. On a vu que tous les pays frontaliers qui ont un intérêt à ce que justement la situation se stabilise au Mali sont présents, mais également les Occidentaux sont présents. Jean-Yves Le Drian, il l'a dit, est là-bas. Les Américains ont envoyé des émissaires pour montrer en réalité que peut-être ce qui sera signé aura une valeur beaucoup plus conséquente que par rapport à ce qui s'était fait en 2015. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on règle justement la question du statut de Kidal. Cette zone-là de l'Azawad dont le Mali ne veut pas entendre parler et que justement les rebelles ont toujours revendiqué comme territoire autonome. Si vous avez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, par rapport à cette levée même des couleurs et... Oui. Peut-être aussi, il est essentiel aussi de demander si on peut espérer un retour de l'administration malienne au sein même de cette région. C'est ce qui pose problème. Vous savez, cette levée des couleurs, elle est symbolique. Tout simplement parce que les rebelles de l'Azawad revendiquent qu'il faut l'organisation d'élections au niveau de cette zone-là pour essayer de déterminer le futur de cette zone-là. En faisant quoi? En créant une assemblée élue au suffrage universel. Et cette assemblée-là, donc, va conduire à la disparition du gouverneur envoyé par Bamako. Donc, le gouverneur, il n'y aura plus d'administration décentralisée au niveau de cette zone-là du nord. Donc, Bamako sera obligé de ne plus envoyer un gouverneur là-bas. Donc, cette levée des couleurs-là vous montre tout simplement que l'actuel gouvernement malien a des réticences par rapport aux différents points de ces accords-là. Il y a même la création d'une force armée au niveau du Nord. Le Nord veut créer sa propre force armée qui va continuer la sécurisation de cette zone-là. Mais certes, ils ont dit dans les accords qu'il y a la primauté du gouvernement malien. Mais est-ce que Bamako, est-ce que le Mali, dans son ensemble, sera capable de laisser une partie de son territoire devenir un autre État avec de petites institutions? C'est ça la grande question. Je pense que M. Ndiaye l'a signalé un peu tout à l'heure, tantôt dans ses propos, vous l'avez dit, l'État malien n'a pas négocié sur le fait de diviser son territoire, notamment le nord du Mali, qui est très important à ses yeux. Non, mais vous savez, aucun État sérieux ne négocie pas sur la division de son territoire. Regardez ce qui s'est passé chez nous. Il ne faut pas aller chercher très loin avec l'histoire de la Casamance. On ne négocie pas parce que c'est une question de souveraineté. Et si on négocie ça, c'est que l'État montre sa faiblesse et que l'État est appelé même à disparaître. Parce que quand vous l'acceptez pour un territoire donné, un autre territoire peut revendiquer également sa souveraineté. Et dans ce cas-là, vous faites quoi? Donc, si vous l'acceptez pour le Nord et que le Sud demande sa souveraineté, vous êtes obligé de l'accepter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'État ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que des discussions sont engagées. Il faut que ce soit des discussions franches et sincères. Même si l'État, justement, ne négociera pas sur la question de la souveraineté et de l'unité du territoire malien, maintenant, c'est des rebelles qui s'étaient engagés dans un combat, qui sont dans une zone de no man's land pratiquement, qu'il va falloir désarmer
qu'il va falloir démobiliser et qu'il va falloir réintégrer. Et je crois que c'est là où ça peut être intéressant. Quels sont les gages que l'État malien peut donner à ces combattants-là quant à justement à leur désarmement et à leur réintégration dans l'espace public malien, parce qu'ils sont considérés comme des terroristes, exclus justement de l'espace malien. Et c'est là où la discussion peut être intéressante. Et quels sont également les gages qu'on peut donner à ce territoire-là, Kidal, non pas en termes d'autonomie, mais en termes d'appui, en termes de soutien, en termes d'apport, de sorte qu'ils se retrouvent comme faisant partie intégrante du Mali. Et ce sont des questions qui se négocient en termes justement infrastructurels, en termes justement d'appui économique, en termes sanitaires. Et si on leur apporte les gages que justement l'État malien va aller dans le sens du développement du territoire, tout en réintégrant justement tout ce qui a été exclu justement de l'espace public, je crois que ça peut aboutir à quelque chose avec l'appui de la communauté internationale, n'oublions pas, qui est présente. Parce que nous, on pense que c'est seulement le Mali qui a intérêt, quand je dis le Mali, c'est la République du Mali, qui a intérêt à ce que la situation se règle. Ceux qui ont beaucoup plus intérêt à ce que justement cette situation se règle, c'est la France et les Occidentaux. Tant que justement il y a cette instabilité-là, au niveau du Nord Mali, le risque de terrorisme augmente au niveau justement de la France et des États occidentaux. Et c'est ce qui justifie et la présence de la France et la présence des États-Unis, qui sont les deux pays occidentaux qui sont à la tête de la lutte contre le terrorisme. Donc, essayer de régler ce problème-là au niveau du Nord Mali, c'est régler quelque part également la question du terrorisme. Pas totalement, mais c'est régler quelque part la question du terrorisme de manière partielle en France et aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle ces partenaires internationaux-là, fondamentalement, seront obligés d'accompagner le Mali en termes d'appui pour justement le développement de cette zone-là, qui permettrait justement d'apaiser les ardeurs et de faire accepter les accords. Et je crois que c'est comme ça seulement qu'on pourra régler le problème, et non pas de discuter sur l'autonomie de ces territoires-là. Ça, le Mali ne l'acceptera pas. En tout cas, pour répondre à la question d'Elhadji Ndiaye, qui demande une volonté manifeste de la part des autorités maliennes, je tiens quand même à préciser que lors de cette réunion, le ministre malien de la Réconciliation, le colonel Ouagui, a indiqué que les autorités de la transition s'engageraient quand même à mettre en application cet accord de paix d'Alger. Mais est-ce raisonnable, plutôt réalisable, à 7 mois de la fin de la transition au Mali? Oui, par rapport avant la transition même, les autorités maliennes, ils sont obligés de prendre ce chemin-là. Ils sont obligés de dire qu'ils sont dans la bonne voie pour l'application de ces accords-là. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que d'une part, l'application de ces accords-là d'Alger arrange les autorités maliennes? Est-ce que d'autre part aussi, ça arrange les rebelles? Parce que ces accords-là ont été retardés par les deux parties. Les deux parties ne veulent pas l'application concrète de ces accords-là. Ça, il faut le dire aussi. Pourquoi selon vous? Parce qu'il y a aussi le désarmement. Pour les rebelles, l'application de ces accords-là engage leur désarmement total. Est-ce que les rebelles sont prêts à être désarmés totalement et leur réintégration au niveau du gouvernement malien? Est-ce qu'ils sont prêts pour cela? Parce que je ne vous interromps pas, les autorités de la transition prévoient également un nouveau processus de DDR, le désarmement dont vous parlez, désarmement, démobilisation et réinsertion, qui sera suivi par l'intégration de plusieurs centaines ex-combattants rebelles. Là, on parle d'un nombre supérieur à plus de 400. Oui, c'est pourquoi dès le début de mes propos, je vous ai parlé de... On dirait qu'on a un gâteau qu'on doit se partager. C'est ce que refutent même les autorités maliennes. Pour les autorités maliennes, appliquer ces accords-là, d'abord, il faut passer par le désarmement de ces rebelles-là et après leur réinsertion. Mais les autorités maliennes craignent aussi les autres points de l'accord. Il y a différents points qui nous parlent de création d'une assemblée élue au suffrage universel pour le Nord, 30% du budget national pour le Nord. Tout cela, est-ce que ça arrange donc les autorités maliennes? C'est pour cela que les autorités maliennes tardent à l'application de ces accords-là. Maintenant, au niveau officiel, au niveau international, ils vont dire que oui, ils vont tout mettre en œuvre pour l'application de ces accords-là. Je pense qu'ils ont été contraints, le Mali a été contraint à signer ces accords. D'abord, dans un État souverain, dans un État au niveau international, un accord doit être écrit, rédigé par un État, entre deux États ou signé. Maintenant, c'est un État entre des groupes rebelles. Ces accords-là ont été rédigés par l'Algérie, la France et la communauté internationale. Le Mali a été amené à signer ces accords-là. Le Mali a été contraint. Est-ce que contraindre un État à signer des accords a une valeur juridique? C'est pourquoi les autorités maliennes retardent
la signature de ces accords-là. Parce qu'il y a des points qui ne les arrangent pas. Ça, il faut oser aussi le dire. Il y a des points qui n'arrangent pas les autorités maliennes. Il y a d'autres points aussi qui n'arrangent pas les rebelles. C'est pourquoi les rebelles aussi, dans leur ensemble, ne veulent pas l'application de ces accords. Parce que tout simplement, ils seront désarmés. Parce qu'on ne peut pas aussi régler le problème d'un État sans pour autant plutôt l'impliquer dans le processus de rédaction de cet accord. Non, fondamentalement, c'est-à-dire que quand vous n'impliquez pas l'État dans le processus de rédaction, c'est que vous n'aboutirez à rien. Parce que justement, celui qui au final va signer doit être justement impliqué dans le processus du début à la fin. Vous ne pouvez pas attendre à la fin et lui dire que justement voilà ce qui a été décidé, signé. Ce n'est pas possible. Donc c'est ce qui fait que aussi bien du camp de l'État que du camp du mouvement de l'Azawad, il faut que les gens soient impliqués, qu'ils discutent point par point et qu'ils progressent ensemble. Et que les gens ne soient pas mis devant le fait accompli. Parce que ce qui a beaucoup plus fait échouer ou retarder l'application définitive de l'accord d'Alger qui a été signé en 2015, c'est ça, parce que justement les deux entités ne se reconnaissaient même pas dans ces accords-là. Et fondamentalement, quand on en est à ce niveau-là, on ne réglera jamais le problème. Mais foncièrement, et partout dans le monde, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand une crise en arrive à ce point, il faut voir qu'est-ce qui a poussé un territoire donné à se livrer à la rébellion. Parce que simplement, le Nord Mali a considéré qu'ils étaient abandonnés de l'État. C'est-à-dire que c'était une partie du pays que l'État ne prenait pas en compte. Si vous allez là-bas, c'est le désert que vous n'avez pas autre chose. Et en termes infrastructurels, en termes de développement économique, sanitaire, et ainsi de suite, quand les gens ne se retrouvent pas dans la politique que l'État fait, ils sont obligés de prendre les armes pour revendiquer leur propre autonomie et se prendre en charge. Et puis que c'est un territoire vaste. Le Mali, ce n'est pas comme le Sénégal. Le Mali, c'est un territoire vaste, difficilement, justement, gérable. Maintenant, pour régler le problème, il faut leur apporter des gages en termes, justement, d'investissement au niveau infrastructurel, au niveau économique, en termes, justement, de politique d'emploi et autres, qui permettent aux gens de se dire « Ah, ça, on s'y retrouve » et qu'on pourra aller, justement, vers une accalmie. Mais tant que vous ne faites pas ça, et que vous venez simplement parce que vous voulez les désarmer et les réintégrer dans l'espace public malien, ça ne réglera fondamentalement pas le problème. Tant que les gages économiques, tant que les gages au niveau de l'amélioration des conditions de vie ne sont pas clairement posés, je crois que ce mouvement n'acceptera jamais l'accord qui sera signé. Donc fondamentalement, la réflexion doit aller dans ce sens. Encore que la communauté internationale est intégrée dans le dispositif de réflexion, fondamentalement aussi la communauté internationale doit donner des gages sûrs pour apporter à travers justement des mécanismes que nous connaissons tous à travers des ONG et autres, apporter un soutien au Nord Mali pour permettre son épanouissement et son développement et apporter une accalmie au niveau du pays. En tout cas, Sadibou, là on parle de période d'accalmie déjà avec la transition entre autres, mais de l'avis de certains observateurs, malgré l'engagement des autorités de la transition pour la mise en œuvre de cet accord d'Alger, le dernier mot reviendra au prochain président malien. Êtes-vous d'avis sur cela ? Si, je suis d'avis de cela, car vous savez, un État indépendant, on dit souvent que l'État a la compétence de ses compétences. Il n'y a pas d'autorité supérieure au-dessus de l'État. Et l'État est incarné par un homme, c'est-à-dire le président de la République et son gouvernement. Donc, ces genres de situations-là, certes, le Mali est en transition, mais lorsque le Mali va sortir de cet épilogue-là, je pense qu'il y aura d'autres débats, d'autres formes de consensus qui vont amener le gouvernement malien à essayer de trouver des accords qui vont aller dans le sens de réunir les rebelles, réunir le gouvernement malien, le peuple malien. Car il faut le dire aussi, le Mali ne va pas lâcher de l'Est pour son territoire. Le Mali veut garder l'unité de son pays. Le Mali a une trajectoire historique extraordinaire depuis la charte Manding, le Koukan-Fouga. Donc ce pays-là vraiment incarne l'histoire même de l'Afrique de l'Ouest. On parle de la fédération aussi du Mali vers les années 60, vers les indépendances. Donc je pense que ce pays-là mérite une transition pacifique jusqu'à avoir un président qui va venir prendre en charge, prendre en main ces problèmes-là avec l'appui de la communauté internationale, avec l'appui aussi de l'Union africaine. Moi, je veux aussi faire une petite pause au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, l'Union africaine et la CEDEAO, mais que se passe-t-il? Certes, ils sont présents au Mali, ils ont envoyé des délégations et tout cela, mais ces genres de problèmes-là, il faut le prendre à bras le corps.
Ils se sont réunis à Djamena, même ce que j'appelle la cotisation. J'ai vu le président sénégalais dégainer 1 milliard pour appuyer le Sahel. Tout cela, c'est bien. Mais il faut créer une force, une véritable force. Je ne parle pas de ces forces-là avec l'appui de l'ONU ou de la France. Une force africaine. Il faut créer une force ouest-africaine ou une force africaine solide, armée, bien entraînée et qui est prête à faire face à différents groupes rebelles qui menacent la plupart de ces pays africains-là. Sinon, je vous le dis, on risque d'aller vers des déstabilisations au niveau de certains États. C'est ce qui se passe actuellement au Mali. Le Mali a besoin d'appui. Je ne dis pas aller déloger les rebelles de force, mais le Mali a certes besoin de dialogue, de consensus actuellement. Je pense que c'est dans cette logique que le nouvel État malien doit se conformer. Alors rapidement, peut-être en 30 secondes, si le financement même de cette force ne posera pas problème. Oui, ça peut poser problème. Mais moi, je veux revenir sur une chose aussi qui me paraît importante. Oui, je vous ai entendu au moins à 2 reprises dire, en réalité, que dans 7 mois, on arrivera à la fin de la transition et que les choses seront prises en compte par le prochain président élu. Moi, en termes d'analyse politique, je ne suis même pas sûr. Je suis à peu près certain que dans 7 mois, il n'y aura pas une transition politique au Mali. Pourquoi? Parce que simplement, on l'a vu partout dans le monde, la transition, quand on l'annonce, ce n'est jamais la première date qui est la bonne. Parce que les gens trouveront toujours un moyen de dire qu'il y a des réglages encore à faire pour en arriver à une situation de sécurité et transmettre pacifiquement le pouvoir. Ça, c'est de 1. Mais aussi de 2, il faut voir le timing qui a été choisi. On ne peut pas attendre à 7 mois de la transition pour engager justement un chantier aussi vaste justement que le problème de l'accord de Kidal. Ça ne se réglera pas en 7 mois, ça ne se réglera pas en 10 mois. Ce qui fait que ceux qui sont au début du processus seront obligés de conduire justement le processus jusqu'à son terme. Et c'est un moyen subtil, mais légitime, de pouvoir justifier la continuité justement de la transition au Mali pour pouvoir asseoir justement cette domination armée en attendant que les choses se règlent. Ce qui met en terme à la première partie. On se retrouve tout de suite. Vous êtes dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, dans la seconde partie, nous allons parler de l'audit en cours du fichier électoral et la révision exceptionnelle des listes électorales prévues. Juste après, ici au Sénégal, on se dirige vers un nouveau report du scrutin. Pensez-vous que les locales puissent se tenir courant 2021 et la Ndiaye? Je crois que ça, il faut le demander au maître des horloges. Et je crois que dans ce pays-là, le maître des horloges nous a montré qu'il n'y a que lui qui détermine la tenue des élections et c'est le président de la République. Mais ce qu'il y a lieu de déplorer, c'est que dans un État normal, et surtout quand on se revendique d'une démocratie assez mature, parce que le Sénégal est une démocratie, malgré ses soubresauts, il faut avoir une culture du respect du calendrier républicain. C'est-à-dire qu'il est inacceptable dans un pays comme le Sénégal qu'on ne puisse jamais tenir les élections locales à date échue. Parce que n'oublions pas, si on fait un peu d'histoire, il a été très rare de voir des élections locales se tenir à date échue. La seule fois, peut-être que ça c'était pour donner des gages de sécurité parce qu'il venait d'être élu, c'était en 2014, parce que le président de la République avait été élu en 2012. Et en 2014, au moins, on a respecté le calendrier républicain. Et pour ce qui est des élections locales qui devaient se tenir, parce que n'oublions pas que le mandat des conseillers municipaux, dont je fais partie, parce que je suis un conseiller municipal quelque part aussi dans une commune de Dakar, figurez-vous que le mandat des conseillers municipaux est arrivé à expiration en juin 2019. Et depuis juin 2019, tous les conseillers municipaux dans tout le Sénégal, en réalité, ne sont plus légitimes. Ils sont légaux. Parce que je vais vous dire pourquoi ils ne sont plus légitimes. Parce que la légitimité, en réalité, c'est le peuple qui le confère. Et c'est le peuple qui avait conféré cette légitimité en 2014 aux différents conseillers municipaux. Et cette légitimité, elle devait s'arrêter en juin 2019. Et quand on est arrivé en juin 2019, parce qu'il y a quelqu'un qui détient, que j'appelle le maître des horloges, a décidé qu'il n'était pas prêt pour organiser, parce qu'il était essoufflé par la présidentielle qui venait d'être terminée, a décidé justement d'utiliser la loi pour reporter justement les élections. On en est au premier report. Et on nous avait dit que ça devait se tenir en décembre 2019.
Et quand on est arrivé en décembre 2019, on a trouvé un prétexte subtil, toujours en utilisant les mécanismes de la République, le dialogue national, le dialogue politique, pour discuter, prendre du temps et justement trouver des prétextes pour un second report. Et on nous a parlé, vous l'avez dit tout à l'heure, du mois de mars 2021. Maintenant, tout le monde sait qu'au mois de mars 2021, il n'y aura plus d'élections locales. Et parce que justement, le 28 mars 2021, il va encore falloir saisir peut-être l'Assemblée nationale pour demander un autre report. Parce que sinon, on va tous en délégation spéciale. Il n'y a que deux possibilités. Soit on demande un autre report, maintenant à quelle date on ne sait pas encore, soit justement il met toutes les collectivités locales sous délégation spéciale. Et je crois que ce serait une situation inédite et un précédent dangereux, alors que rien ne pouvait justifier qu'on en arrive à cette situation-là. Maintenant, on a prétexté l'audit du fichier électoral. Cet audit, nous dit-on, va durer 4 mois. C'est ce qu'on nous dit. Mais vous savez, quand vous faites justement une étude en termes de prestations intellectuelles, vous donnez une prévision. Les 4 mois, c'est à titre de prévision. Mais il peut y avoir un avenant qui fait dépasser les 4 mois parce que les gens pourraient ne pas terminer justement leur étude une fois les 4 mois écoulés. Et il faut attendre que l'audit soit terminé maintenant pour engager le processus électoral. Le processus électoral, l'inscription sur les listes électorales, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, qui va nous prendre encore combien de mois? On ne sait pas. Pour pouvoir maintenant, et en plus, il faudrait, avant même que les élections locales ne soient fixées, qu'on en connaisse la date. Et tout cela, justement, ce sont des situations qui nous font dire qu'on peut spéculer sur la date des élections locales. On n'en a aucune certitude. Personne ne peut vous dire aujourd'hui à quelle date se tiendra l'élection locale. En plus, je me demande, est-ce que les gens ont écouté le discours du président de la République le 31 décembre quand on lui a posé la question sur la date de la tenue des élections locales. Il a dit, en rappelant tout ce processus, l'audit, ainsi de suite, que lui, il espère, et on dirige un État, sauf qu'on est à l'état d'espérance, que lui, il espère que les élections se tiendront à la fin de l'année 2021, ou, si ce n'est pas possible, au début de l'année 2022. C'est-à-dire qu'il n'y a... C'est que des approximations. Il n'y a aucune date exacte. Rien n'est encore fixé sur la tenue des élections locales et c'est regrettable. Rien n'est encore fixé. Alors, Sadibou Ndiaye, ce dont parlait El Hadj Ndiaye, c'est à peu près le même scénario dans plusieurs États africains. Quelles peuvent être les conséquences de ce énième report des élections? Mais les conséquences, nous les voyons toujours. Mais même avant de parler de ces conséquences-là, mais il est extraordinaire au Sénégal. Des groupes de partis politiques se réunissent dans un prétexte de dialogue national et reportent des élections. C'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Les partis politiques, si on les réunit au Sénégal, je ne pense pas qu'ils font 2 millions. Les militants politiques qui sont dans ces partis-là, je ne pense pas qu'ils font 2 millions. Alors que l'électeur lambda, les Sénégalais qui votent, font plus de 4 millions. Maintenant, ces gens-là se réunissent dans un dialogue et disent oui, ils prolongent leur mandat. C'est comme si Macky Sall, en 2024, il dit maintenant, je prolonge d'1 an mon mandat. Maintenant, attendez là, 2025, on va aller voter. C'est actuellement ce qui est en train de se passer au Sénégal. Et c'est un recul démocratique dangereux. Comme il a dit, c'est un précédent dangereux pour la République du Sénégal. Le Sénégal a commencé à voter depuis des siècles. Donc, le processus électoral doit être respecté. Aujourd'hui, il est impossible de dire que c'est en 2021 que vont se tenir ces élections-là. Maintenant, on dirait qu'il est dans cette logique-là. Dans cette logique de sondage, de test, il vérifie, il voit, il se cherche actuellement. Mais espérons qu'on se dirige vers des élections. Déjà, pour les conséquences, c'est-à-dire que quand on va être aussi dans une logique politique, on pourrait penser, et de manière légitime, qu'indépendamment du calendrier républicain dont nous débattons, il y a un calendrier caché. Je m'explique. C'est-à-dire que reporter les élections locales de 2 ans et faire en sorte qu'on en arrive, et c'est fondamentalement parce que ça n'aura pas lieu en 2021, ça je vous le dis, peut-être en début 2022. Selon les prévisions. C'est indéniable, c'est-à-dire que techniquement, du point de vue même temporel, on ne pourra pas soutenir ça. Mais faire en sorte maintenant que les locales arrivent en 2022 et se tiennent en 2022, c'est
de facto reporter les élections législatives. Parce que les législatives, n'oublions pas, c'est en 2022. C'est l'année prochaine que doivent se tenir les élections législatives au Sénégal. Or, techniquement, du point de vue des moyens, en termes de ressources humaines, mais également en termes financiers, le Sénégal ne peut pas se permettre de tenir 2 élections de cette nature-là en 1 an. Ce n'est pas possible. Donc, fondamentalement, on reportera les élections locales, les élections législatives. Et reporter les élections législatives, si on prend simplement le même timing que les élections locales sur 2 ans, fera que justement, c'est en 2024 qu'on va faire les législatives. Et le président, lui, va s'octroyer un 3e mandat, non pas par le biais du vote, mais simplement par le biais justement des subtilités de la loi. C'est-à-dire que lui aussi pourra se permettre de dire, comme en 2022, on a les législatives, on ne peut pas organiser la présidentielle, et on reporte la présidentielle. Et encore qu'on est sûr qu'on va dans cette logique, parce que dans son propre camp, des gens sont sortis pour investir la presse et théoriser le couplage des élections législatives et de la présidentielle. Ils savent que ça ne se fera pas. Il ne va pas coupler les législatives et la présidentielle, mais quand ils vont en arriver justement à 2024, ils vont se dire, bon, comme ce n'est pas possible, on va tenir les législatives, mais on va reporter la présidentielle. Alors, Sadibou, avant d'en revenir à l'audit plutôt du fichier électoral, ce couplage des élections en vue, vu que beaucoup d'experts se prononcent sur la question, est-ce possible? Comme l'a dit M. Ndiaye, je pense que ce couplage des élections est impossible. Coupler les élections législatives avec les élections présidentielles dans le contexte actuel, surtout avec la pandémie de la Covid-19, les problèmes économiques que rencontrent la plupart des pays africains, je pense que coupler ces élections-là n'est pas à l'ordre du jour. Mais le problème, c'est que la majorité veut faire un volte-face. La majorité fait des déclarations à travers des personnalités qui nous disent il faut qu'on y aille vers des couplages entre présidentielles et législatives. Ce que je refute, ce que je ne partage pas. Car vous le savez, au Sénégal, les élections présidentielles engagent beaucoup de responsabilités. Je ne parle pas seulement de la responsabilité du président de la République, mais surtout la responsabilité des partis politiques. Comme vous le voyez aujourd'hui, ils sont regroupés dans un dialogue, le dialogue national. Au niveau de ce dialogue national-là, ils ont pris la responsabilité de pousser des élections, des partis politiques. Qui sont ces partis politiques qui prennent ces responsabilités-là? Ont-ils la légitimité? Ont-ils la légitimité de venir nous dire « Ah non, aujourd'hui nous allons repousser ces élections-là, nous allons prolonger nos mandats ». Ils ont prolongé leur mandat de leur propre gré. Ces genres d'actes-là, est-il acceptable au Sénégal? Ces genres d'actes-là. Donc je pense que vraiment il faut avoir raison garde et revenir à la raison. Le Sénégal est un pays de tradition démocratique, de tradition électorale depuis des siècles. Nous devons revenir à ce respect du calendrier républicain-là. Par rapport à ce respect du calendrier républicain, selon le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, c'est à la commission politique du dialogue national de fixer la date des élections sur la base d'un consensus. Cette dernière déjà, est-elle dans les dispositions? Je ne pense pas qu'ils sont dans ces dispositions-là. Antoine Diome, déjà, il nous renvoie à la commission du dialogue national. Mais Antoine Diome, c'est lui le ministre de l'Intérieur, c'est lui le chargé pratiquement, c'est à lui de veiller sur l'organisation des élections au Sénégal. Je pense qu'il n'avait pas à tenir ce genre de discours. Mais cette commission, elle a été mandatée pour ça. Oui, cette commission, certes, a été mandatée pour ça, mais est-ce que cette commission-là est actuellement en train de faire ce travail-là? Est-ce que cette commission a pris en réalité ce qui se passe actuellement sur le terrain politique au Sénégal? Et a-t-elle les prérequis? Oui, est-ce que cette commission a ces prérequis-là? Car actuellement, comme vous le savez, le champ politique sénégalais évolue. Il y a des ramifications actuellement dans le champ politique sénégalais. Donc cette commission-là, qu'on le veuille ou non, cette commission-là fait le jeu d'un camp. Ça, il faut le dire. Cette commission-là est en train de faire le jeu d'un camp. Cette commission-là est en train d'arranger le jeu du pouvoir. Ça, je pense que c'est la triste réalité qui est en train de se dérouler au Sénégal à travers ces reports continuels, à travers ces soutiens masqués que l'on voit de certains leaders qui sont au sein de l'opposition et qui travaillent pour le pouvoir. Déjà, avant d'en revenir même à cette composition du nouvel échiquier politique au Sénégal, j'aimerais bien, Elhadji Ndiaye, qu'on revienne un peu sur l'audit quand même du fichier électoral. C'est une question très importante déjà. On en est au 6e audit du fichier électoral au Sénégal et à chaque fois, ce sont juste des anomalies mineures qui sont signalées et ces dernières ne remettent pas en cause la fiabilité du fichier dans son ensemble. Déjà, quelle est alors la pertinence de tous ces audits-là?
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que qui commanditait les audits et qui les faisait. Parce que moi, je peux pas douter du fait en réalité que le fichier électoral, lors de la dernière élection présidentielle, ne soit pas un fichier biaisé. Pour être un acteur actif, quoi, je le dis, moi, je ne peux pas douter du fait que ce fichier-là ne soit pas un fichier biaisé. On a vu tout et son contraire durant la dernière élection présidentielle. Là. Maintenant, cette fois-ci, à partir du moment où il y a des partenaires du Sénégal qui ont mis leur argent dans le financement de cet audit, et que l'audit, justement, et que ceux qui ont été choisis l'ont été sur la base d'un appel d'offres et qu'on n'y retrouve même pas de Sénégalais, on peut augurer que ça va donner des résultats probants. À la seule condition que aussi, et ça a été une revendication des membres de la commission du dialogue, à la seule condition que les membres de la commission du dialogue soient impliqués tout au long du processus. Parce que s'ils ne sont pas impliqués tout au long du processus, ils ne peuvent pas savoir ce qui est fait. Mais toujours est-il que l'audit du fichier est important. C'est-à-dire que ce sont ces genres de situations-là, ces consensus forts, qui ont souvent amené à des transitions ou à des alternances au Sénégal. Avec Abdou Diouf, ça a été clair. C'est quand il y a eu ces consensus, avec le code consensuel avec Kéba Mbaye, qu'on en est arrivé justement à la prise du pouvoir par Wade. Et avec Wade aussi, c'est pareil, quand il a accepté de faire des concessions et qu'on voit le fichier électoral, qu'on en est arrivé à la transition de 2012. Donc c'est important que les gens auditent souvent le fichier pour essayer de dépoussiérer ce qui ne doit pas y être. Et fondamentalement, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui nous dit que si la commission nous dit que les élections locales se tiendront, disons par exemple en novembre ou en décembre 2021, lui, il est tenu de respecter ça. C'est lui qui signe le décret, qui fixe la date des élections et qui ouvre le processus électoral. Ce n'est pas la commission n'a pas de signature. Donc la commission ne peut faire que des propositions. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un maître des horloges qui va organiser les élections quand il sent que le vent tournera à sa faveur, il organisera les élections. Ça, c'est votre avis. Voilà. Déjà, depuis... Mais c'est exactement ça. La commission, est-ce que la commission peut forcer au président de la République de respecter ces accords-là? Non, absolument pas. Et tout à l'heure, il parlait de la prolongation du mandat des conseils municipaux. Là, à la décharge, les partis politiques n'ont rien à voir dans ça. Parce qu'on nous dit que non, les partis politiques pouvaient dire à leurs conseillers de quitter, de renoncer à leur mandat de conseiller. Et ce serait grave. C'est-à-dire que tu renonces justement aux voix qui te sont données par le peuple, par la population. Et quand tu renonces à ton mandat, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas être remplacé sur la liste par le suivant et les choses vont continuer. Donc, à quoi ça sert de renoncer à son mandat de conseiller en sachant que tu vas être remplacé par ton suppléant qui va continuer à faire le travail? Ça n'a aucun sens. Et déjà, pour sauter même sur un autre aspect, déjà, vous l'avez un peu procès depuis les législatives de 2017 et la dernière présidentielle de 2019. Beaucoup de changements ont été notés dans l'espace politique sénégalais. Déjà, on peut citer entre autres le rapprochement entre l'ancien président Abdoulaye Wade et son prédécesseur Macky Sall, mais aussi les retrouvailles avec l'ancien opposant Idrissa Seck, devenu maintenant le président du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce depuis qu'on assiste à... Est-ce qu'on n'assiste pas plutôt à une nouvelle reconfiguration de l'échiquier politique sénégalais? Oui, actuellement, on peut dire qu'il y a une nouvelle reconfiguration de l'échiquier politique sénégalais. On a vu Abdoulaye Wade, le chef de file du Parti démocratique sénégalais, se rapprocher avec le président Macky Sall. Tout cela montre que tout simplement que Abdoulaye Wade est dans sa logique. La logique d'Abdoulaye Wade, il faut aussi le comprendre. Abdoulaye Wade est un homme qui s'est battu toute sa vie pour le Sénégal. Ça, personne n'en disconvient. Abdoulaye Wade a été l'opposant de Senghor, de Abdou Diouf, et il a été porté au pouvoir en 2000. Abdoulaye Wade a eu à apporter beaucoup de choses dans ce pays. Certes, en 2012, il quitte le pouvoir, mais cela n'empêche pas qu'il y ait un dialogue, des ententes entre Abdoulaye Wade et ses adversaires comme Macky Sall ou Idrissa Seck, qui sont tout simplement ses fils. Ce sont des fils légitimes d'Abdoulaye Wade. Ils sont tous passés par sa formation. Ils sont tous passés par sa formation, mais ils n'égalent pas Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'est le maître.
Il n'est pas comme eux, dans la gestion comme dans la direction qu'il menait le Sénégal. Et ce n'est pas pour rien qu'il a le titre de père de la démocratie sénégalaise. Oui, Abdoulaye Wade, historiquement, Abdoulaye Wade, nous savons que c'est un homme hors pair, même au niveau international. Il est respecté, il est écouté un peu partout. Maintenant, concernant l'espace politique sénégalais actuellement, il y a certes une reconfiguration, car on a vu l'émergence au même sein de l'opposition de partis politiques qui sont actuellement en phase avec la population sénégalaise, de partis politiques qui vraiment grandissent dans un laps de temps, qui ont su vraiment regrouper le peuple sénégalais au sein d'un mouvement, au sein d'un parti, et il faut le dénommer. Il s'agit de Ousmane Sonko avec PASTEF. PASTEF actuellement a fait un grand pas sur l'échiquier électoral du Sénégal. Je rappelle que Sonko, c'est juste un rappel, il est arrivé troisième aux dernières élections présidentielles. Maintenant, il est arrivé troisième aux élections présidentielles. On a vu que celui qui est arrivé deuxième, M. Idrissa Seck, qu'on respecte beaucoup, qui a rejoint le camp du pouvoir pour ses propres raisons que l'on comprend. Donc, actuellement, certes, je pense qu'il est important de dire qu'actuellement, c'est Sonko qui incarne le chef de l'opposition sénégalaise, car c'est lui qui est au front. Mais ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'au sein de l'opposition, on dirait qu'il y a deux blocs. Il y a le bloc de l'antisystème et un autre bloc qui n'est pas favorable à cet antisystème-là. Car je vois Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo et le gars de Thiès là. Thierno Alassane Sall, on rappelle le titre, qui est ancien ministre. Qui est ancien ministre. Je vois ces deux blocs-là au sein de l'opposition. Maintenant, avec les événements qui se déroulent actuellement dans le pays, on voit que certes, l'opposition est en train de se regrouper. Je ne sais pas s'ils vont aller vers des coalitions futures, mais je pense qu'on va vers des reconfigurations politiques au Sénégal. Et là, déjà avec ces retrouvailles entre Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, arrivé par ailleurs deuxième aux précédentes élections présidentielles, peut-on s'attendre aux prochaines joutes électorales à une grande alliance entre le parti Rewmi d'Idrissa Seck et la coalition Benno Bokk Yakaar? Je ne sais pas qu'on peut s'attendre, c'est que c'est une évidence, ça coule de source, sinon tout cet investissement qu'ils ont fait n'aura servi à absolument rien. Et cette reconfiguration politique, au moins, il a un intérêt, c'est important, un intérêt politique. Ça permet au moins d'identifier clairement deux blocs. Le bloc de ceux qui sont au pouvoir et le bloc de ceux qui s'opposent. Parce qu'avant justement cet entrisme-là de l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental, de l'ancien ministre de Wade, Omar Sarr, ainsi de suite, il y avait en réalité des opposants de nom qui étaient dans l'opposition et qui travaillaient pour le pouvoir. Et ça a compliqué le jeu politique. Au moins, ils se sont identifiés au grand jour en rejoignant le camp du pouvoir maintenant. Et ça donne une certaine lisibilité de l'espace politique. Et par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui s'opposent de manière frontale au régime actuel et justement qui ont montré qu'ils étaient dans une logique d'opposition frontale. Il a parlé de Sonko, qui est dans une logique même d'opposition dure, parce que dans l'opposition aussi, comme il l'a sérié, il y a des gens qui sont dans une logique d'opposition dure et il y a des gens qui sont dans une logique, je ne dirais flexible. Pas flexible, c'est pas flexible, mais dans une logique d'opposition beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup plus intelligente, mais beaucoup plus modérée. Si vous prenez le cas de Khalifa Sall, personne ne peut dire qu'il n'est pas dans l'opposition et qu'il ne s'oppose pas au régime de Macky Sall, même s'il n'a pas la même approche politique, la même manière de s'opposer que Ousmane Sonko. Vous prenez un Mamadou Lamine Diallo, vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'oppose pas, mais il s'oppose également à sa manière. Donc on a au moins deux blocs très clair qui donne une lisibilité sur ceux qui sont du côté du régime et ceux qui s'opposent au pouvoir. Et c'est là où je dis que ces entrées-là ont permis au moins d'avoir une première lisibilité parce qu'il y aura d'autres entrées. Alors rapidement, dites-nous, peut-on octroyer le statut du chef de l'opposition à Ousmane Sonko? Oui, le statut du chef de l'opposition, je crois que, vous savez, ce n'est pas une question de personne. C'est une question justement de régler quel est le statut. Parce que quand on dit, peut-on octroyer le statut de chef de l'opposition à Ousmane Sonko, mais quels sont les critères qui ont été mis en place pour dire que voilà tel
et le chef de l'opposition. Est-ce qu'on parle de l'opposition parlementaire, c'est-à-dire que le parti politique qui a le plus de députés, le parti politique de l'opposition qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire donc le critère c'est que justement le mode d'appréciation sera les élections législatives, ou est-ce que le mode d'appréciation sera l'élection présidentielle et là on dira ça va être celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Donc il faut justement qu'on travaille sur le statut. Et une fois qu'on a réglé le problème de statut, la question de la personne ne se pose plus et n'est pas importante. Ce qui est important, quels sont les critères qui font qu'on peut désigner telle personne comme étant chef de l'opposition. Et tant que cette question n'a pas été réglée en amont, on se retrouvera toujours dans... Ousmane Sonko, d'ailleurs, l'a très bien compris. Lui, il a dit qu'il ne voulait même pas de statut parce que ce n'est pas ça qui est important en réalité. Ce qui est important, c'est quels sont les critères qui sont fixés pour dire que tel est le chef de l'opposition. Alors, Sadibou, pour terminer avec vous, déjà en 1 minute, vu que nous sommes arrivés au terme de cette émission-là, quels sont les enjeux de ces prochaines élections municipales et départementales, surtout sur les législatives de 2022 et la présidentielle de 2024? Je considère ces élections qui vont venir comme une sorte de sondage. Actuellement, le pouvoir est dans cette logique-là. Le pouvoir sait que ces élections sont déterminantes. Ces élections vont permettre au pouvoir de savoir s'ils sont prêts à avoir un candidat ou s'ils vont essayer de forcer le 3e mandat. Ça sera l'occasion de peser leur poids politique. Ça sera l'occasion de peser leur poids politique pour voir qu'ils vont affronter les suffrages des Sénégalais en 2024. Je pense que c'est ça, c'est la logique du pouvoir. En tout cas... En plus, mieux, c'est pour se donner un ascendant psychologique. Regardez ceux qui sont entrés. C'est ceux qui peuvent faire basculer leur localité dans le camp du pouvoir. C'est Idrissa Seck pour Thiès, c'est Dagana pour Omar Sarr, Aïssata Tall pour Podor. Tout est question de stratégie. Tout est question de recrutement pour pouvoir justement faire balancer des collectivités locales qui avaient échappé au pouvoir dans l'escarcelle du pouvoir et se donner un ascendant psychologique en perspective justement des élections à venir. Parce qu'il y a des localités, quand on les gagne, dans une élection législative locale, forcément les législatives s'annoncent bien. Et la présidentielle, n'en parlons pas. En tout cas, comme on le dit, la politique, ce n'est qu'une question de stratégie et de malice. Le plus malin s'en sort toujours. Carrément. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau, les deux, monsieur Ndiaye. Merci en tout cas. C'est un plaisir de vous avoir eu avec nous. Et un grand merci également à la partie rédactionnelle, toujours de l'autre côté de la vitre, et la partie technique. C'était le débrief. Rendez-vous dans son prochain débrief, toujours sur Médian TV Afrique.